quels ingrédients, quelles matières premières agricoles pour eh bien, le monde de la transformation. C'est l'innovation née aussi de la contrainte. J'ai le plaisir d'appeler Éric Philippe, président de Merci les Algues et président de Valorial. Mathieu Dufour, consultant innovation pour le groupe coopératif Eureden et membre du conseil d'administration de l'association Lego, légumineuse à graines Grand Ouest. Vous pouvez les applaudir, ils me rejoignent. Anthony Anger, directeur achat du groupe Eurosnacks, et Nathan Pézé, coordinateur filière végétale d'Olga. Bienvenue, merci de me rejoindre. Prenez place de part et d'autre. Alors, je vais faire un rapide tour de présentation avant de rentrer dans le vif du sujet. Mathieu Dufour, bonjour. Alors, Mathieu, vous êtes consultant innovation, mais vous êtes bien salarié du groupe coopératif Redem. C'est un terme qui effectivement exprime le fait que vous êtes au service des différents pôles du groupe, une fonction support du groupe coopératif multispécialiste avec évidemment 3 grands piliers. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le groupe Eureden, numéro 1, effectivement en Bretagne, la production agricole et les services associés, la transformation agroalimentaire et la distribution. Des filières clés, filière porcine, filière légumes industrie, filière œufs avec des outils de transformation, et puis d'autres filières, notamment grande culture, volaille de chair, production laitière et viande bovine. Donc vous êtes concernés à peu près par tous les sujets de ce matin, et vous intervenez avec la casquette Lego. Donc Lego, c'est Légumineuse à graines Grand Ouest, une association dont on va parler, qui a vocation eh bien, à structurer, à faire émerger eh bien, le sujet de cette filière des légumineuses. Anthony Anger, bonjour. Bonjour. Bienvenue, directeur achat du groupe Eurosnacks, un des leaders européens des produits de snacking aux marques distributeurs, des chips, des tuiles, toute la diversité des snacks apéritifs. Un groupe en très forte croissance, à la fois organique et externe, un chiffre d'affaires 400 millions d'euros, c'est ça, il y a 2 ans, et 630 millions d'euros eh bien, actuellement. Un groupe français dont le berceau historique est en Vendée, avec 4 sites de transformation et également des implantations en Grande-Bretagne et en Espagne. Et vous, Anthony, un parcours à la fonction achat dans différentes structures, et notamment on peut citer, eh bien avant Eurosnacks, le groupe Avril. Avec le monsieur qui est là-bas. Et c'était la transition toute trouvée. Merci Anthony. Bonjour Eric. Alors Eric, effectivement, vous avez œuvré au sein du groupe Avril, on en dira quelques mots. Vous avez été pendant 15 ans directeur d'Alto, donc vous avez contribué à faire émerger une filière qui n'existait pas en Bretagne, la filière pommes de terre. Donc on est au cœur du sujet de cette matinée. Vous intervenez avec, alors non pas plusieurs chapeaux, mais comme Serge Jacquat, mais plusieurs casquettes. Merci les algues, c'est plus d'une 60aine d'adhérents. C'est une filière qui se structure pour faire émerger eh bien, l'algue selon différents usages, par exemple matières premières alimentaires, consommées en tant qu'aliment, et puis d'autres destinations, notamment dans le monde agricole. Et puis vous êtes président de Valorial, voilà, le réseau d'innovation du Grand Ouest. Nathan, bonjour Nathan Pézé, coordinateur filière végétale Olga. Donc vous êtes effectivement, comme votre fonction l'indique, eh bien, tourné vers les achats, les approvisionnements, la qualité, les relations avec les agriculteurs. Donc principalement filière végétale, ça veut dire pour le groupe Olga soja, graines de chanvre, et puis aussi brocolis et petits fruits rouges. Vous avez aussi au sein du groupe Olga une activité eh bien, philanthropique, puisque vous administrez le fonds de dotation, avec notamment l'accompagnement eh bien, du monde agricole à la transition environnementale notamment. Et puis, vous avez aussi un rôle d'innovation au sein du groupe, de prospective, et c'est tout l'intérêt de vous avoir parmi nous, parce que votre rôle, c'est aussi vous projeter 10, 15 ans, 50 ans, vous allez nous dire, parce qu'on a été très loin avec Serge Jacquat, mais en tout cas d'envisager effectivement l'émergence de nouvelles filières, à la fois pour répondre aux besoins effectivement, eh bien, et aux attentes des consommateurs, mais aussi tenir compte de cette grande mutation du monde agricole. Alors, on va commencer tout d'abord par une conversation centrée sur le constat, et puis après on verra ce que vous mettez en place. Mais tout d'abord, comment vous vivez
ce que l'on a décrit ce matin, c'est-à-dire, si je prends la présentation de Serge Jacquat, eh bien, des filières végétales qui sont vraiment sous la coupe de grandes mutations, et puis la présentation de Thierry Pouche, effectivement des filières animales aussi qui sont eh bien, soumises à un grand point d'interrogation. Anthony, vous, concrètement, qu'est-ce que vous avez traversé sur les 2-3 dernières années au sein du groupe Europe Snacks? Alors, je crois que comme beaucoup, en fait, on a traversé 2 ans, voire 3 ans en fait, de crise sans précédent, avec des facteurs multiples. On a une problématique d'inflation, de rupture de supply chain, des événements géopolitiques, en fait, tout s'enchaîne, tout s'empile, en fait, et finalement, c'est un changement de paradigme. Donc, 2 ans de crise, en fait, alors pour un acheteur comme moi, en fait, et pour tous les acheteurs, en fait, c'est être au front en permanence, essayer de comprendre ce qui se passe sur les marchés, trouver des solutions à court terme. Et aujourd'hui, en fait, on est dans une situation en fait, où justement on se pose en fait, pour essayer de comprendre en fait, quel est ce nouveau paradigme et quelles sont les solutions qu'on doit trouver. Alors, illustrons déjà la situation que vous vivez. Qu'est-ce que vous achetez concrètement et qu'est-ce qui se passe sur ces marchés? Alors, deux catégories d'achat, en fait, voire 2 postes d'achat majeurs. Moi, j'achète beaucoup d'huile végétale et pommes de terre. Ça, ce sont mes catégories de cœur. Et l'huile végétale, notamment, on l'achète en Ukraine. Alors je vous laisse imaginer le moment de solitude qu'on a eu quand la Russie a envahi l'Ukraine. Plus de marché, plus rien. Donc nous, sans huile, on ne produit plus, donc on arrête l'activité. Donc on a eu une situation extrêmement compliquée à gérer. Et après, si je passe sur les pommes de terre, c'est typiquement en fait une communauté agricole extrêmement complexe, ce que je ne pensais pas avant, ne la connaissant pas, soumise évidemment au changement climatique, soumise aux difficultés qu'ont les agriculteurs en fait à pouvoir produire, planter, récolter et pouvoir livrer. Donc on a des défis permanents et on ne va pas se le cacher. Je pense que le constat qui a été fait ce matin en préambule, il montre bien en fait que la situation continue à se dégrader structurellement. Pour autant, on ne va pas être pessimiste, mais on est face à un défi en fait, qui va rester sur les 10, 15, 20 prochaines années. Et donc, ça a un effet sur la disponibilité en termes de volume et peut-être aussi sur les qualités intrinsèques en fait, de la matière première. Oui, tout à fait. C'est le double sujet en fait. Moi, ma priorité, c'est de sécuriser en fait pour que mes opérations tournent. Donc, il y a du volume d'abord. Et après, le deuxième sujet, c'est d'avoir la bonne qualité. On se rend compte qu'on a des crises qualité sur les matières premières qui n'existaient pas avant, ou plutôt dans l'intensité et la fréquence en fait est nouvelle. Je prends l'exemple de la pomme de terre. On va retrouver des calibres de pommes de terre extrêmement petits, avec des trous, des défauts. On va avoir des infestations sur du maïs ou du blé qui arrivaient, mais qui arrivent maintenant en fait sur des périodes en fait qui sont inédites. Donc on se retrouve avec des crises à gérer qui sont complètement nouvelles. Donc volume et qualité en effet. Nathan, groupe Olga, alors quid du soja, qui est une filière que vous avez contribué à faire émerger au milieu des années 90? Oui, alors le soja pour nous c'est une matière première stratégique, puisque une de nos marques fortes c'est Soja Sun ou Soja en bio, avec un approvisionnement 100% français. Ça a été très bien dit ce matin et encore à l'instant. Les 2 dernières années qu'on vient de vivre ont été particulièrement bousculées, notamment pour les cultures de printemps, avec cette double problématique tant de volume et donc de disponibilité matière, puisque les rendements ont été très affectés, notamment par la canicule de 2022, mais également sur des problématiques de qualité, puisqu'on observe des problèmes de qualité intrinsèque, avec du grain qui est effectivement de plus petit calibre, comme sur la pomme de terre, du grain qui va avoir une coloration anormale, avec des grains verts, et puis une problématique ravageur aussi très forte qui pointe le bout de son nez là, avec des vols de pyrale qu'on n'observait pas jusqu'à maintenant, qui viennent dégrader la qualité du grain. Et ça pose question sur l'avenir de cette filière, aller à 10, 15, voire à plus long terme, parce que c'est principalement dans le sud-ouest qu'est cultivé le soja, non OGM d'ailleurs, il faut le préciser. Oui, alors le sud-ouest est un bassin d'approvisionnement, c'est le bassin historique en France du soja, mais il n'est pas le seul, et puis les zones de culture ont tendance à remonter un peu ces dernières années, et donc en fait ça pose cette question-là de la sécurisation par la diversification du panel de fournisseurs, et puis par la diversification des zones d'approvisionnement tout simplement. Mathieu, je me tourne vers vous, groupe coopératif Eureden. Alors par exemple, le légume industrie, quelle est la situation ? Alors, d'un point de vue très concret, effectivement, nos grands légumes, nous, c'est notamment l'haricot vert et le pois de conserve en Bretagne. 2022, sécheresse importante, ça a été dit, moins 40% de volume sur la Bretagne en haricots verts. Donc c'est monstrueux en termes d'impact.
Et 2023, donc une année encore un petit peu atypique, où là, effectivement, ce qu'on a constaté, c'est aussi un impact des règlements climatiques sur le raccourcissement des périodes de récolte. Donc, on parlait de supply chain tout à l'heure, notre métier, c'est de faire coïncider en fait, la date de récolte optimale dans chaque bassin de production ou micro-bassin de production en Bretagne, avec la disponibilité des sites industriels pour recevoir ce produit-là, et donc le nettoyer, le trier, pour enfin le transformer soit en surgélation, soit en produit apertisé, en conserve. Et effectivement, le dérèglement climatique aussi impacte cette cadence et ce calendrier bien huilé, puisqu'on constate un raccourcissement des périodes de récolte et donc une concentration de la récolte, où à un moment donné, effectivement, on ne peut pas accélérer le rythme de récolte au-delà d'une certaine capacité. Et nos sites industriels aussi se retrouvent en saturation à des moments, sur des moments clés en termes d'acceptation de ces produits-là. Avant de donner la parole à Eric, je me tourne vers eh bien les trois représentants du monde de la transformation. Au fond, ce que je comprends, c'est qu'on est dans un monde avec une incertitude croissante. Du fait de ces problématiques de variabilité, finalement, il devient plus compliqué de prévoir en fait ce que sera pour vous les volumes, à quel moment ils vont effectivement être présents, quelle sera la date de récolte. C'est ça et finalement le monde dans lequel vous évoluez, c'est un monde d'incertitude. Mathieu, vous avez le micro. Effectivement, on parlera des solutions par la suite, mais là je rebondis sur ce que vous dites. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui a fait son avènement dans tous les secteurs d'activité économique. Et aujourd'hui, on s'appuie, non pas en totalité, mais sur ce nouveau levier pour prédire de manière de plus en plus fine les dates de récolte, pour justement optimiser cette supply et faire qu'au final, la matière dont on dispose, elle soit complètement valorisée dans nos sites industriels. L'incertitude, Anthony ? C'est notre quotidien, hein, très clairement, je pense, tous ensemble, en fait, l'incertitude. Hein. On est, non pas dans un trou noir, mais clairement, on ne sait pas ce qui va arriver et on ne sait pas surtout à quelle intensité. Donc le vrai sujet est plutôt maintenant de s'organiser pour gérer cette incertitude et ne pas la subir. Eric, du côté du pôle de compétitivité Valorial, est-ce que c'est une problématique qui émerge ? C'est une problématique qui émerge et sur laquelle on travaille. Hein. Donc, Valorial, c'est un pôle de compétitivité par l'innovation. Oui. Donc, c'est des 400 adhérents qui travaillent dans tout l'agroalimentaire. Et donc, tout ce travail justement d'adaptation, on le voit. On l'a dit tout à l'heure, là je crois que c'était Zaka qui disait qu'il fallait 30 ans pour monter une filière. Exactement. Et créer des nouvelles filières, c'est des gros risques, mais c'est également des opportunités. Hein, on l'a vu, il y a des zones qui vont se retrouver à faire des cultures qui ne se font plus, etc. Donc c'est des risques et des opportunités. Et donc au niveau des pôles de compétitivité, il y a vraiment, on voit pas mal de projets qui arrivent pour justement trouver les adaptations à ces milieux. C'est bon, bien sûr des nouvelles variétés. On voit que le sorgho va monter. On a parlé du soja, du maïs avec des indices qui sont plus élevés. Donc il faut adapter la totalité. Il y a des gros sujets sur l'irrigation. C'est-à-dire que comme on va avoir moins d'eau l'été, il faut savoir aussi irriguer avec plus de précision. Hein. Bon, il y a des pays dans le monde qui savent, avec 1 litre d'eau, faire énormément de production. Nous, on a beaucoup d'adaptations qui sont à faire là-dessus. Et puis, ça demande aussi de l'irrigation de précision. Derrière, il y a aussi toute l'agriculture générative, qui est un sujet qu'on voit beaucoup arriver dans les projets actuellement. C'est-à-dire essayer de retrouver au niveau des sols la capacité à la rétention d'eau, à une matière, enfin être plus fertilisant. Donc il y a beaucoup de travaux. Et l'agriculture régénérative, c'est aussi une agriculture de la performance de demain. Parce qu'on a quand même aujourd'hui des sols qui s'appauvrissent, des rendements qui ont tendance à stagner. Et donc voilà, donc Valorial, il y a 2 gros projets, ce qu'on appelle pré-compétitifs. Hein. J'ai les 2 noms, un qui s'appelle Fermadap et l'autre qui s'appelle Climavège. Ce sont des projets qu'on travaille avec d'autres pôles de compétitivité, notamment aussi avec Agri-Sud-Ouest Innovation, qui est lui dans une zone, alors il est très complémentaire. On travaille beaucoup avec ce pôle de compétitivité qui est très complémentaire à nous parce que lui, il est en Aquitaine et en Occitanie. Ce qu'on va un peu retrouver chez nous, et donc il y a un certain nombre d'études pour regarder les impacts qu'il peut y avoir dans les différentes cultures. Et aussi, le Fermadap, c'est dans les élevages. Quelle sera l'alimentation des bovins demain, si on a moins de maïs, si on a moins de ceci, etc. Et quels sont les modes d'élevage. On redit bien les noms des 2 projets, Eric, que ça soit bien compris pour ceux qui veulent aller plus loin. Fermadap et Climavège. Vous pouvez trouver sur les sites des pôles de compétitivité ces projets qui sont en cours. Nathan, une réaction ?
Oui, peut-être pour compléter notre propos depuis tout à l'heure, alors on parle beaucoup de la production agricole, Oui. mais sur les filières, il y a quand même différents maillons et j'ai une pensée pour nos amis collecteurs. La question du stockage sur les filières céréales est fondamentale et l'absence de froid l'hiver rend ce sujet-là très très problématique. Aujourd'hui, on a de grandes difficultés à stocker du grain, en conventionnel bien évidemment avec la réduction des molécules autorisées et en bio d'autant plus. Bon, c'est un sujet à mettre dans le panier de Valorial et de Agri Sud-Ouest Innovation. On s'arrête là sur le constat de départ. On essaye de se tourner vers les solutions, ce que vous mettez en œuvre pour s'adapter à ces grands changements. Mathieu, avec peut-être la casquette Eureden, mais la casquette Lego également, sur les légumineuses, qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que vous voulez envisager ? Il y a de multiples enjeux autour des légumineuses. Donc, ça a été dit tout à l'heure. Donc, il y a un volet dans l'agriculture. Il y a deux volets. Il y a le volet finalement comment on décarbone le cycle de production. Aujourd'hui, le bilan carbone d'un acteur comme Eureden qui intervient de la fourche à la fourchette, donc du champ à l'assiette, 80% du bilan carbone, c'est les matières premières agricoles. Donc, si on veut décarboner, il ne s'agira pas de faire il s'agira bien sûr d'optimiser nos sites industriels, et on le fait déjà, mais également intervenir sur la partie production agricole. Les légumineuses, on en produit déjà beaucoup. Donc l'association Lego Légumineuses à Graines Grand Ouest est une association justement qui fédère ces acteurs depuis 4 ans sur 4 régions administratives, producteurs, organismes stockeurs, transformateurs, restaurateurs et distributeurs, pour effectivement déjà partager les enjeux et structurer cette filière qui ne demande qu'à être accélérée. Pourquoi elle demande à être accélérée ? C'est qu'on répond à de multiples enjeux. La décarbonation des rotations culturales. Quand on introduit une légumineuse, c'est moins 20% d'émissions carbonées parce que les légumineuses sont capables de capter l'azote et sont moins gourmandes en fertilisation minérale. Aujourd'hui, donc Eureden, pour répondre à votre question, est déjà impliqué dans des cultures légumineuses, plutôt à l'état fraîche ou semi-fraîche. Quand on déguste du haricot vert, du pois de conserve, du flageolet, on mange des légumineuses. On sait que la consommation doit être augmentée. On est à 2 kg par an et par habitant en France, 4 kg chez nos voisins européens, et 8 kg, c'est ce qu'il faudrait atteindre pour suivre les recommandations de notre programme national Nutrition Santé. Donc on a une pédale d'accélération qui est assez conséquente sur cette consommation de légumineuses, et on verra effectivement par la suite comment on peut contribuer à cette accélération. Alors, mais j'entends qu'en termes de filière agricole, on a dit que ça remontait. Ça veut dire que pour Eureden, l'idée, c'est peut-être d'encourager certains producteurs à cultiver alors des légumineuses sèches en Bretagne. Tout à fait. Ce qui n'existe pas, sauf erreur. Aujourd'hui, ça existe de manière plutôt, on va dire, marginale. Il faut le dire, en termes de surface et de tonnage. On est plutôt sur des légumineuses qu'on va récolter avant maturité de la graine parce qu'on a un climat breton qui n'est pas forcément adapté pour amener une lentille, un pois chiche de manière, on va dire, massive, sauf sur certains périmètres à de la maturité totale. Donc l'enjeu demain, c'est pour nous de conquérir, en fait, d'aller convaincre nos adhérents coopérateurs, agriculteurs de mettre en place ces cultures-là en complément de ce qu'on fait déjà et non pas en concurrence avec des légumineuses en place sur les contextes pédoclimatiques adaptés et aussi, et on le fait déjà, de travailler avec des OP hors Bretagne qui aujourd'hui fournissent nos marques Dossi, Jean-Nicolas et Paysans Bretons en légumineuses françaises. On l'a compris, effectivement, la montée des températures moyennes est plutôt favorable à la maturité des légumineuses sèches. Anthony, légumineuse, ça vous parle, le soja, c'est une légumineuse. Alors, quelle est justement l'adaptation que vous mettez en œuvre au niveau du groupe Olga ? Eh bien, on s'entoure puisqu'on fait aussi partie du collectif Lego, puisqu'on travaille aussi avec les pôles de compétitivité sur la question de la remontée vers le nord des pratiques de soja. On suit 2 beaux projets de recherche sur le soja en Bretagne, alors qui est plutôt un pré-projet, et puis sur du soja en Normandie. On le voit aujourd'hui, on arrive à avoir du soja jusqu'au sud d'Indre-et-Loire, donc ça, c'est des pistes de travail assez intéressantes. On accompagne aussi les partenaires du début de la chaîne sur ces filières soja notamment, puisqu'on travaille avec les semenciers qui sont très demandeurs de nos retours d'expérience pour comprendre les points critiques qui vont venir influer sur les rendements industriels. Et puis enfin, et ça répond un peu à la question de tout à l'heure aussi sur l'incertitude,
En période d'incertitude, une des solutions les plus résilientes, c'est la diversification. Et donc on diversifie, nous aussi, nos activités en allant chercher d'autres végétaux. Typiquement, je pense au chanvre, par exemple, qui est très bien adapté à nos territoires. Alors, il y a eu notamment des lancements des nouveaux produits, une nouvelle marque, hein, c'est Soon, c'est ça? Une nouvelle marque en 2022, ouais, la autour marque du Soon. chanvre. Autour du chanvre, du pois chiche et de l'épeautre. Ah, d'accord, Donc on trois voit des cultures complètement adaptées à ces changements de contexte climatique. Ouais. intéressant, sachant que le chanvre, historiquement, était cultivé en Bretagne, alors pour les voiles, hein, sauf erreur, donc c'est aussi un retour aux sources d'une certaine façon. Complètement. Anthony, vous l'avez dit, un mur violent en 2022 sur la pomme de terre. On l'a vu aussi avec Serge Jacquin. Très clairement, ça va être difficile sur le territoire national, y compris à l'échelle européenne. Comment on agit? Qu'est-ce que vous mettez en place? Alors, il y a plusieurs sujets. Déjà, en fait, il y a un sujet d'espace-temps. En fait, on est dans une forme de schizophrénie volontaire, je vais le dire comme ça. On doit gérer du court terme, de l'approvisionnement pour demain, la semaine prochaine, et en même temps se projeter à 10 ans sur les filières. Donc, c'est tout le sujet, en fait, c'est de travailler sur les deux fronts en même temps. Donc, ce qu'on met en place, en fait, la première chose, c'est déjà, je pense, renforcer l'expertise. Alors, c'est peut-être un peu une expression de bon sens paysan, ce que je vais dire, mais quelque part, en fait, il faut maîtriser nos marchés, les connaître. Moi, en tant qu'acheteur, en fait, j'invite aussi l'ensemble de mes collègues à renforcer l'expertise, s'entourer, comme vous l'avez dit, d'experts pour comprendre les fondamentaux et être sûr, en fait, de pouvoir avoir la meilleure maîtrise possible de ce qui va se passer, l'évolution. Deuxième axe, en fait, c'est se projeter. Une des grandes difficultés, je pense, ou peut-être une des grandes faiblesses de notre industrie, c'est des fois d'être transactionnel. On le sait, on le voit dans les négociations, la grande distribution ou autre, et de raisonner sur une année, en fait. Il faut se projeter avec des contrats, par exemple, pluriannuels, c'est ce que je regarde aujourd'hui avec mes fournisseurs de pommes de terre, s'engager, prendre des risques et investir. Et investir, en fait, ça c'est le troisième point, sur des nouveaux produits ou des innovations. Typiquement, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, en fait, ce sont des variétés, en fait, de céréales, pommes de terre ou autres, qui sont plus résistantes au changement climatique, qui intrinsèquement, en fait, auront les caractéristiques pour passer les périodes difficiles. Ça veut dire que ce que j'entends derrière cette démarche transactionnelle, c'est effectivement une situation plutôt de court terme sur un an et puis centrée sur le prix. Et donc, il faut aller vers du plus long terme, du pluriannuel, mais aussi, sans aucun doute, prendre bien le coût total d'un achat. Alors, je sais que c'est un concept dans le monde de l'achat, c'est le coût total d'acquisition, mais parce que si on n'a pas la bonne variété, il y a des incidences évidemment sur le process de transformation. Oui, complètement. Sur des matières premières, en fait, on a évidemment le prix d'achat. En tant qu'acheteur, moi, je suis objectivé. Mon directeur financier on va dire, m'évalue en fait sur ces sujets-là. En fait, aujourd'hui, on a un raisonnement qui est TCO, comme tu l'as dit, c'est remonter sur la chaîne. On parlait de stockage tout à l'heure, c'est extrêmement stratégique. Les coûts de stockage ou la capacité de stockage en fait sont des influents majeurs. Et les variétés, une variété en fait d'un produit en fait ne tourne pas, on va dire, en usine de la même manière. Donc la productivité va pas être la même, les niveaux qualité vont pas être les mêmes. Donc on a un raisonnement beaucoup plus profond qui rejoint ce que je disais sur l'expertise et sur le fait de se rapprocher en fait des acteurs du monde agricole. Arrêtons, c'est mon message, sans faire de politique, le côté transactionnel, systématique, qui est encore très prégnant pour rentrer dans des vrais partenariats, le terme est galvaudé, mais d'accompagnement en fait, avec nos fournisseurs et surtout d'investissement avec eux. C'est clair, Anthony. Eric, alors tout d'abord, allez, un petit retour dans l'histoire. Alto, filière pommes de terre, on en a parlé ce matin. Quelles sont les clés de performance pour créer une filière qui n'existait pas pour le coup? Bien s'entourer, y croire, parce que personne n'y croyait quand ça a démarré. Il n'y aura jamais une filière de pommes de terre industrielle en Bretagne. Vous êtes senti un peu seul au début? Très seul. Et on a trouvé les techniques agricoles pour le faire. On a trouvé les partenaires. On a réussi à mutualiser le travail par rapport aux grosses surfaces Belgique, Hollande, où c'était possible. Et on a fait un travail aussi sur les variétés pour les adapter à la région. Et puis après, au niveau marketing, on a aussi bien compris le marché et la demande qu'il pouvait y avoir. Et ça a permis de faire une filière qui est aujourd'hui leader aujourd'hui. Mais c'est pareil, vous voyez, on parlait de 30 ans. Elle est très mature aujourd'hui, maintenant, la filière pommes de terre chips, avec les résultats qu'on connaît. Mais c'est bien un peu ces ordres-là pour vraiment asseoir une filière avec les semences, les agriculteurs. Vous savez, quand vous investissez dans l'agroalimentaire, il faut investir 2 en amont. C'est-à-dire chez les agriculteurs, avec le matériel, etc. Donc c'est pour ça que c'est assez long. Alors, casquette, merci les algues. Ce que vous avez connu avec la pomme de terre, est-ce qu'on peut le décliner? C'est un peu l'idée. Là, aujourd'hui, moi, je parle ici de la filière algues. Alors, vous voyez, on n'en parle pas dans toutes les études qu'on a faites. On a dit les matières premières, ça a évolué. Jamais on parle d'algues. Et pourtant, l'algue,
c'est une matière première extrêmement importante. C'est 35 millions de tonnes dans le monde, en Asie principalement. Beaucoup de pays asiatiques, c'est 10% de leur apport alimentaire, c'est les algues. Et c'est de la production qui est cultivée. Et nous, on n'en a pas aujourd'hui. Et c'est fait sans engrais, sans eau douce, sans produits phytosanitaires. Donc il y a un gros potentiel. Et aujourd'hui, la France, on dit que c'est le 2e territoire maritime mondial, mais on ne représente même pas 1% de la culture d'algues. Et c'est quand même un apport, parce que historiquement, on l'a utilisé comme des amendements, comme engrais. Ça a été aussi dans l'alimentation animale, des animaux côtiers. Et puis aujourd'hui, ce sont des apports pour tout ce qui est santé des animaux, des plantes, les aider à résister à la sécheresse également. Donc il y a énormément de bienfaits des algues, jusqu'au même aux biomatériaux, etc. Donc il y a un énorme potentiel nutritionnel et santé, parce que c'est aussi beaucoup de molécules qui sont utiles pour la santé et l'immunité au niveau des hommes et des animaux. Un énorme potentiel, mais alors, quid de la filière, de sa structuration? Il me semble qu'effectivement, contrairement à l'Asie, en France, en Bretagne en particulier, l'amont on est des cueilleurs, on est des cueilleurs-chasseurs, on va chercher ce qu'il y a dans notre mer. D'ailleurs, la Bretagne a fait un bilan carbone, elle n'a pas compté toutes ces forêts d'algues qu'elle avait autour, elle devrait le faire. On va cueillir. On va cueillir à peu près 70 à 80 000 tonnes d'algues en Bretagne pour notre industrie, des ingrédients, etc. Mais comme on en manque, on en importe 100 000 tonnes. Vous voyez déjà, quand on parle des chiffres, au début, quand on parle d'algues, les gens ils voient des petits. Là, je vous parle de 80 000 tonnes collectées, transformées, et 100 000 tonnes importées. Et 35 millions de tonnes produites en Asie. Ouais. Donc le gros débat aujourd'hui, c'est de savoir exploiter les gisements d'algues sauvages qui sont de façon durable. Et donc il y a encore beaucoup de travail. Ici en France métropole, mais aussi dans les Antilles, les Sargasses, enfin bon, il y a des gros sujets Et puis il y a le sujet de la culture, pour aller un peu dans ce que font l'Asie, c'est-à-dire aller mettre des champs d'algues. Les ostréiculteurs commencent à en faire près des huîtres. Il y a les parcs éoliens qui sont en train de se mettre en mer, qui pourraient aussi être... Ça pourrait être une opportunité pour les algues, parce qu'il y a des périmètres de protection. Ça a démarré en Danemark, ça a démarré en Hollande. Toutes ces zones qui ont énormément de parcs éoliens ont commencé à le faire. Et nous, on est un peu en retard. C'est-à-dire que en gros, ça a beaucoup progressé en Asie. Là, maintenant, Canada, États-Unis, Afrique, Tunisie, comme ça part. Et nous, on est un petit peu en attente. Et donc là, notre lobbying pousse un peu parce que donc on a une feuille de route qui a été donnée par le ministère de l'Agriculture au Salon de l'Agriculture pour faire un plan en 23 mesures pour développer la production et accompagner les filières qui vont transformer les algues. C'est clair, Eric. Voilà. On arrête sur ce deuxième temps des solutions. On est sur un troisième temps. C'est au fond ce que l'on vient de se dire. Comment on le fait comprendre, on le communique vers le marché, vers les clients intermédiaires, vers le mangeur, le consommateur final. Nathan, c'est quoi la clé? Parce que ces nouvelles filières, on comprend bien tous les enjeux, mais pour autant, quand on est un mangeur, on a quelques habitudes. Elles sont remarquablement stables en général. Alors, quelle est la clé, Nathan? Alors déjà, je dirais qu'il y a deux approches. La première, c'est effectivement de répondre aux attentes du consommateur, d'essayer de décrypter ce qu'il veut, et donc de lui apporter des produits à la fois gourmands, à la fois vertueux sur un plan nutritionnel, environnemental. Et donc ça, c'est ce qu'on fait, je dirais, de manière classique dans des process innovation. Et puis il y a une deuxième approche qui est celle de le bousculer un peu, parce que quand on sort des produits au soja dans les années 80, quand on sort des desserts au chanvre dans les années 2010, le consommateur, il ne les a pas réclamés à corps et à cri. Donc il faut aussi être capable de temps en temps de lui amener de la nouveauté et de venir le créer, le marché, en fait, tout simplement. Exactement, on y reviendra avec David Lecomte, mais c'est vrai que sur le traiteur végétal, c'est un marché qui s'est construit par l'offre, et effectivement. Mathieu, même question. Quand on veut se tourner vers le consommateur final, qu'est-ce qu'on fait sur ces nouvelles filières? Si je reste focalisé effectivement sur nos filières légumineuses, nouvelles filières protéines végétales, on se rend compte qu'on est un petit peu en queue de train sur la consommation de légumineuses malgré toutes leurs vertus donc d'un point de vue climato et nutritionnel en France. Le flexitarisme, donc la végétalisation de l'assiette, on va le voir par la suite, je pense avec l'intervenant qui suit, progresse néanmoins en France. Et donc ça veut dire que comment on va convaincre ce consommateur d'incorporer plus de légumineuses dans ses assiettes? Aujourd'hui, c'est normalement 2 fois par semaine qu'il faudrait le faire si on s'en tient aux recommandations sanitaires. Et c'est par plusieurs axes en fait qu'on travaille d'ores et déjà dans Eureden. C'est
c'est amener de la praticité d'usage, notamment dans la restauration collective. C'est-à-dire avoir une réflexion sur les packaging, une réflexion sur des produits qui soient pré-cuits, puisqu'on sait que les légumineuses, c'est toujours le temps de préparation qui peut être un obstacle. Et on a descendu le temps de cuisson, en fait. On est capable aujourd'hui, par nos technologies, d'avoir des produits qui sont... Alors, c'est le gros intérêt de la pertisée et de la conserve, qui est un poids lourd aujourd'hui du marché. C'est effectivement, vous avez un produit qui est prêt à l'emploi et qui est très peu transformé au final, à part un process de stérilisation qu'on connaît tous, mais qui est juste là géré à grande échelle. Et puis, il y a aussi d'autres axes sur lesquels on travaille fortement. C'est la partie culinarité. Donc, une légumineuse en soi, ça n'a pas toujours une image très gourmande. Donc, c'est d'amener de la culinarité et du plaisir. Donc là, on a lancé, par exemple, sous marque Dossier en 2023, une nouvelle gamme en retail, donc en GMS sur des légumineuses cuisinées. Et puis le troisième axe, c'est les nouvelles légumineuses. C'est aussi de faire voyager les consommateurs, non pas dans l'espace, mais vers des nouvelles découvertes culinaires. Il y a des légumineuses comme l'edamame, comme le haricot noir qu'on ne connaît pas. Et donc là, c'est d'amener de la curiosité, susciter de la curiosité pour cette catégorie de produits. Donc ouais, c'est vraiment sur ces trois axes-là qu'on travaille. Sur l'usage, les légumineuses, on peut les imaginer par exemple, notamment en tartinade, donc c'est changer le moment de consommation aussi. Exactement. Donc les légumineuses, c'est en France historiquement le cassoulet et puis le petit salé aux lentilles. Donc là, c'est la vision un peu classique et traditionnelle de la légumineuse comme accompagnement, mais il y a un enjeu si on veut effectivement développer la consommation et les surfaces derrière, de les sortir du cœur de repas. Il faut bien sûr les maintenir dans le cœur de repas, mais aussi les valoriser dans d'autres usages. On parlait des desserts, il y a également donc des moments le snacking, le tartinade, qui peut être sur lequel on travaille également, que ce soit en retail ou en food service. C'est très clair, Mathieu. Anthony, quelles sont les options, par exemple, sur la pomme de terre ? Alors, sur la pomme de terre, ou de manière plus générale, moi, tout à l'heure, j'ai entendu en fait de bousculer, moi je dirais secouer les consommateurs. Enfin, alors, je suis assez radical, pardonnez-moi, mais plus énergique en fait. Le monde change et on le sait en fait. À un moment donné, il y a une révolution qui est en train de se produire et c'est une révolution qu'on aura aussi dans l'assiette. Très clairement, il y a des matières, il y a des ingrédients qui ne seront plus. On aura des changements, on aura des nouvelles variétés, on a de nouvelles habitudes de consommation. Il va falloir s'y faire et donc il y a un effort pédagogique en fait qui est extrêmement important de la part de nous, industriels, de l'amont agricole et également des pouvoirs publics, message pour la ministre qui va arriver après, de communication et d'information, de sensibilisation. Ça, c'est le premier point. Après, derrière, en fait, c'est surtout en fait, répondre en fait, vraiment aux attentes profondes des consommateurs qui peuvent être parfois un peu paradoxales, du bien-être et en même temps, en fait, il y a un sujet de prix. Voilà, on a des compromis en fait qui sont là, en fait, qui sont à gérer. Donc c'est là aussi où nous industriels, on doit trouver les solutions de demain, sans parler de marketing, mais c'est de mettre en avant en fait le travail qui est fait et s'assurer en fait qu'il répond aux besoins de demain et pas d'aujourd'hui. Alors Serge Jacquat imaginait des frites aux patates douces, je crois tout à l'heure, des chips sans pommes de terre, c'est possible ou est-ce qu'il y a d'autres alternatives ? Alors si je prends la pomme de terre, en effet, nous c'est la matière première principale. Chips sans pommes de terre. Bon, c'est assez problématique quand même, mais c'est une question qu'on se pose très clairement et on est obligé de se la poser. C'est notre responsabilité de savoir comment sera la filière demain. Et donc, il y a plusieurs axes. Soit c'est une alternative pure à partir de légumineuses et on a des produits de chips en légumineuses. On va avoir en fait avec des variétés de pommes de terre différentes. Ou en fait avec les pommes de terre qu'on a aujourd'hui, mais peut-être en fait qui ont été retravaillées, je vais le dire comme ça, notamment sur l'amont agricole en termes d'agriculture régénératrice avec plus de champs. Donc on a les trois axes en même temps et on ne s'interdit rien du tout, même si aujourd'hui mes clients ont du mal à prendre de la chips hors pommes de terre, très clairement. C'est très clair. Eric, sur les algues, on imagine que l'effort de pédagogie est grand, mais c'est tout l'intérêt de Merci les algues. Tout à fait. Alors, il faut effectivement faut bousculer, il faut surprendre et il faut séduire aussi, parce que si on veut que ça fonctionne. Donc on a créé donc, dans l'association une marque label qui s'appelle Merci les algues, qui est là pour que le consommateur il comprenne qu'il mange des algues, parce que souvent il en consomme aujourd'hui sans le savoir. Et donc, il y a tout un travail qui peut être fait. Et en termes culinaires, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui intéressantes et qui peuvent être d'ailleurs complémentaires de ce qu'on a dit. Parce que par exemple, là, actuellement, c'est parti en Belgique, on commence à avoir des initiatives avec une entreprise qui s'appelle Algood. C'est de faire des hamburgers avec des algues, par exemple. On met 25%, d'ailleurs c'est du haricot de mer, c'est pas du haricot de terre, on met 25%
dans le hamburger. Et ils peuvent le faire aussi avec des champignons, avec du pois. Je sais qu'il y a 3 gammes qui ont été faites. Et les essais qu'on a pu faire aujourd'hui, en termes de goût, gustatif, intérêt, sont très bons. Alors après, il y a des chips aussi qui peuvent se faire avec des algues, et avec des algues qui sont en feuilles d'algues, qui sont après aromatisées. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses. Donc on est en train d'avancer pour faire des cours de cuisine, former aussi les cuisiniers des cantines, des restaurants, mais aussi des cantines scolaires qui veulent intégrer des nouveaux ingrédients. Et ça, c'est très important, même pour les légumineuses et les pois, c'est d'aller former les gens. Parce que souvent, les jeunes générations. Souvent, le problème, c'est Ah oui, les cuisiniers qui vont mettre en œuvre. On le vit beaucoup en les uns, c'est j'en achète ou j'achète du pois, mais une fois que c'est dans la cuisine, comment je fais? Et beaucoup de gens sont un peu perdus. Donc, il faut trouver des formes. Alors, la fermentation est une intéressante. Il faut trouver des formes accessibles, mais aussi il faut former les professionnels. Et ça, c'est important pour. Donc voilà. Donc c'est un peu le travail qu'on fait avec cette capacité à promouvoir, à aller montrer que c'est aussi quelque chose de bon, de goûteux et bon pour la santé. C'est clair, Eric, merci. On peut applaudir les intervenants de la table ronde pour cet échange très instructif. On a le temps pour une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des demandes de précision, témoignages des réactions? Allez, moi j'ai juste une question parce qu'en introduction, on s'est projeté à 2050, voire même plus, avec certaines projections. C'est votre réalité, vous, dans vos structures? On a parlé de court terme tout à l'heure avec Anthony, l'envie d'aller vers le pluriannuel, mais est-ce que le pluridécennal, c'est quelque chose qui est dans le viseur? Alors oui, c'est quelque chose qui est dans le viseur. On essaie déjà de se projeter à 8-10 ans, ce qui est déjà très complexe. Donc 20-30 ans, là on a besoin en fait de modéliser et quelque part on a besoin de se réunir tous ensemble dans les filières pour pouvoir travailler parce qu'on est dans un monde incertain, tu l'as dit tout à l'heure en fait, donc on travaille sur ces projections, ce qui veut dire aussi en fait, et on le sait, on a une latence quand même en fait dans le schéma industriel, on a des investissements et c'est 10 ans pour atterrir. Donc on a besoin de réfléchir maintenant, mais surtout de décider et d'investir dans les prochains mois. Exactement, je me rappelle d'Alain Glon quand il investissait dans Bosch-Charvelaille qui disait quand on investit dans une usine, eh bien, c'est à horizon 30-50 ans. Cette question du pas de temps, les uns et les autres, Mathieu. À très court terme, on l'a vu, un pyramide des âges des agriculteurs qui est très vieillissante. Donc aujourd'hui, nous, en Bretagne, 3 départs, on a une installation avec des formes très variées, beaucoup de transformations à la ferme. Donc l'enjeu, c'est d'accompagner ces nouvelles formes d'installation. Et on a aujourd'hui un service dédié interne à Eureden pour apporter de la facilitation à tous ces nouveaux porteurs de projets. À plus long terme, on a cette logique d'anticipation. On est engagé actuellement dans une étude justement dans le cadre d'une certification SBTI, donc décarbonation, pour étudier l'impact de nos filières bretonnes. Et je dirais plutôt à moyen terme, et pour revenir sur le sujet incertitude, on l'a pas dit, mais l'importance de la contractualisation entre tous les maillons de la filière. Aujourd'hui, si on veut aller sur des filières légumineuses made in France, il faut qu'il y ait une prise de risque par plusieurs acteurs de la filière, y compris les clients distributeurs. Et donc c'est aussi par ces contrats tripartites qu'on va s'en sortir. Alors, on a 2 questions. Monsieur, vous êtes signalé, et après madame au premier rang. Bonjour Vincent. Merci de vous présenter avant de poser la question. Bonjour, Vincent Seyeux, Société Agrologique. Je suis membre de l'EGO et élu Chambre des commerces. Une chose dont personne ne parle, alors ça ne concerne pas forcément le monde industriel, mais le monde agricole, c'est la capacité à pouvoir assurer les risques. Aujourd'hui, on a une vraie problématique. Nous, c'est ce qu'on vit au sein de notre entreprise. On essaye de faire assurer les agriculteurs pour assurer ces risques. Toutes les cultures dont on parle aujourd'hui sont des cultures à risque. Et en fait, il n'y aura pas de transition agricole, il n'y aura pas de production agricole française tout pendant qu'on n'aura pas réglé ce problème. C'est impossible de faire peser ces risques au niveau du monde agricole. Là, au niveau légumineuse, par exemple, sur une grande partie de la France, très fréquemment, les productions sont quasiment nulles parce qu'en fait, vous avez des aléas. C'est très clair. Des réponses courtes sur cette question. Merci monsieur, parce que le temps est compté. Je partage à 200%. Toutes les nouvelles filières qui sont mises en place, c'est parce qu'il y a eu des industriels qui ont eu le courage de prendre des risques et de mettre sur la table des contrats. Mais on ne peut pas laisser simplement à quelques industriels le fait de gérer ce risque-là. Il faut absolument qu'il y ait, par les assurances, par une démarche favorable,
accompagner les agriculteurs qui vont produire différemment ou des nouvelles cultures. Et ça, je pense que les prix planchers, tout ça, c'est des choses, etc. Mais l'assurance pour les agriculteurs sur les risques, pour moi, c'est un des phénomènes capitaux. Anthony, ouais, réponse courte. Très concrètement, moi je travaille sur ce qu'on appelle les assurances paramétriques aujourd'hui, pour déjà nous assurer sur le risque justement de l'amour agricole. Donc il y a des produits qui existent, on est encore au balbutiement, hein, les modélisations sont extrêmement compliquées, mais il y a une offre en fait qui est en train de se développer. Alors il va falloir que ça accélère, hein, très clairement. Je suis entièrement d'accord, parce qu'il y a des niveaux de risque incroyables au monde agricole, mais il existe des produits aujourd'hui. Une autre façon de partager le risque, ça peut être aussi le co-investissement, hein, qu'on a pratiqué sur des outils de logistique beaucoup, qu'on peut pratiquer aussi sur des outils de transformation et qui permet aussi de répartir le risque, que ce soit à la ferme, avec des distributeurs, avec des concurrents et néanmoins collègues. Le co-investissement est une manière de répartir le risque dans une filière. Oui. Mathieu. Brièvement, ça a été dit, hein, mais pour finir, les légumineuses, on sait que c'est des cultures qui sont assez aléatoires en termes de rendement. Si on regarde ça sur une année, ça peut être décourageant. Et donc, ce qu'on travaille, nous, avec notre OP interne bretonne et nos OP partenaires hors Bretagne, c'est des schémas de contractualisation moyen terme où on s'engage sur plusieurs années en termes de surface, de volume, de prix minimum. Et effectivement, après, pour donner de la visibilité et encourager les agriculteurs et sortir d'une réflexion en court terme qui serait préjudiciable. Merci. Alors pour tenir le timing, question rapide s'il vous plaît, madame, et ce sera des réponses courtes. Merci de vous présenter avant de poser votre question. Nathalie Waknin, innovation, c'est Nathalie Waknin Conseil, innovation par le design, innovation durable par le design. Moi, je sais que je travaillais pas mal sur des boîtes qui se posent vraiment des questions agroalimentaires. Et en fait, l'incontournable maintenant, c'est que l'usager n'a plus autant de pouvoir d'achat. Donc, ce qui explique aussi la baisse du bio. Mais ils ont toujours autant de questions. Avec les pollutions, on est de plus en plus informés. Donc ma question, c'est est-ce qu'on ne peut pas vraiment les bousculer par ces nouveaux matériaux qui sont... Nouvelles filières qui sont... Et oui, parce qu'on a un consommateur avec des injonctions contradictoires, évidemment, des fortes attentes, y compris sur le plan environnemental, mais un enjeu sur le pouvoir ou le vouloir d'achat. Enfin voilà, il y a les deux choses. Qui veut répondre Anthony? Je vous ai vu commencer à porter le micro à la bouche, boum. C'est une très bonne question, mais la réponse est complexe et je pense qu'elle est protéiforme. Le sujet, c'est la réponse à cette équation. Il y a une volonté de plaisir, une volonté de durabilité et une volonté évidemment d'achat moins cher, en fait, ce qui est problématique aujourd'hui. En fait, on travaille tous, je pense, les industriels, pour résoudre cette équation qui est extrêmement complexe. On le sait, à un moment donné, on peut innover, on peut investir, mais si nos clients n'achètent pas, on aura une limite. Donc il va falloir en fait contrer cette inflation. Et là encore, ça passe par un sujet, pour moi, c'est l'innovation pure. Eric, l'innovation. Oui, l'innovation passe par des produits qui sont parfois moins chers que même une viande, etc. On parlait de flexitarisme, mais le flexitarisme peut aussi réduire le prix, avec toujours un accès sur une quantité de viande qui est importante. Et donc, et en plus, les pratiques aujourd'hui, on peut produire mieux sans spécialement produire plus cher. De toute façon, si on reste dans certains modèles, on va finir par produire plus cher de toute façon par des problèmes de performance, de rendement, etc. Donc il y a quand même beaucoup d'approches aujourd'hui où les agriculteurs arrivent à changer des pratiques, mais en restant quand même sur des performances et en gardant des prix attractifs pour le grand. Il ne faut surtout pas se mettre à faire que des niches, parce que là, effectivement, on ne va pas toucher grand monde. C'est très clair, merci. On peut les applaudir à nouveau, les remercier pour ce partage d'expérience.